Comment et pourquoi investir dans l'or? C'est la grande question. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'au fond de vous, vous pressentez déjà quelque chose. L'or n'est pas seulement un métal brillant, c'est une réponse silencieuse aux crises qui ne cessent de se reproduire. Les monnaies naissent et meurent, les gouvernements changent, les banques s'effondrent, mais une once d'or conserve toujours son essence. La même chose qui brillait sur le masque funéraire de Toutankhamon peut désormais assurer l'avenir d'une famille moderne, n'est-ce pas incroyable? Et voici ce que beaucoup ignorent. L'or n'est pas un investissement pour s'enrichir rapidement, c'est un bouclier contre l'inflation, un pont entre les générations, une pièce qui a résisté aux guerres, aux bulles et à la chute des empires. C'est pourquoi, pour vraiment comprendre la richesse, il est essentiel de comprendre l'or. Restez avec moi jusqu'au bout, car au cours de ce voyage, vous découvrirez comment investir dans l'or, étape par étape, ses secrets, ses avantages et ses risques, et surtout, pourquoi il reste le refuge privilégié de ceux qui refusent de perdre sa valeur au fil du temps. Et avant de commencer, je vous suggère un geste d'intention. Écrivez le mot « éternité » dans les commentaires si vous aussi vous souhaitez que votre richesse ne soit pas éphémère, mais aussi durable que l'or lui-même. L'or, le langage universel de la valeur. L'or accompagne l'humanité depuis plus de 6000 ans, l'une des formes les plus pures d'expression de la richesse. Quelle que soit la langue parlée ou l'empire dominant, l'or a toujours été compris. Il était accepté par les Grecs et les Romains dans leurs transactions, conservé par les Égyptiens dans des tombeaux qui cherchaient à défier l'éternité, et utilisé par les Incas et les Aztèques comme symbole de puissance divine. Ce qui est fascinant, c'est que contrairement à tout autre métal, l'or n'a jamais eu besoin de traduction. Une pièce de monnaie romaine du 1er siècle pouvait avoir de la valeur sur les marchés d'Asie, d'Afrique ou d'Afrique, et des siècles plus tard, ce même or continuait d'être reconnu pour sa valeur. Malgré la disparition des langues et la chute des empires, l'or a conservé une qualité unique. Il était un langage universel de valeur. Cette qualité demeure intacte aujourd'hui. Un lingot d'1 kilogramme peut être vendu à Londres, New York ou Dubaï sans perdre sa légitimité. Nul besoin de l'expliquer, de le traduire, de le justifier. L'or conserve son acceptation mondiale, ce qui en fait un actif à la liquidité internationale quasi immédiate. Si on le compare aux monnaies modernes, le contraste est révélateur. Le dollar américain, monnaie de réserve la plus puissante aujourd'hui, est en circulation depuis un peu plus de 100 ans. L'euro, symbole de l'Union européenne, est né en 1999. L'or, quant à lui, a conservé son rôle pendant des millénaires, traversant guerre, inflation, crise politique et effondrement d'empires. Un fait le prouve. Selon le World Gold Council, en 2023, environ 47% de la demande mondiale d'or provenait de la joaillerie, 23% des banques centrales et des gouvernements, 24% des investissements privés, lingots, pièces, ETF, et le reste des usages technologiques. Cette présence simultanée dans la vie quotidienne, dans les réserves des États et sur les marchés financiers confirme que l'or est bien plus qu'un simple métal. C'est un pont entre les cultures, les époques et les économies. On peut l'imaginer avec cette analogie. Si la monnaie fiduciaire est une langue locale, avec ses dialectes et ses traductions, l'or est comme la musique. Tout le monde le comprend, tout le monde le ressent, quelle que soit son origine. La rareté, le secret de sa force. L'or possède un pouvoir qu'aucune monnaie, même la plus solide, ne peut égaler. Sa rareté naturelle. Si les gouvernements peuvent imprimer des billets de banque à volonté, provoquant inflation et perte de confiance, l'or ne peut être fabriqué par décret. Pour l'obtenir, il faut l'extraire de la terre selon des procédés de plus en plus coûteux, complexes et limités. On estime qu'au cours de l'histoire de l'humanité, la quantité totale d'or extraite s'élève à environ 210 000 tonnes. Si tout cet or était fondu et rassemblé en un seul bloc, il remplirait à peine 3 piscines olympiques. Cette image est éloquente, un héritage millénaire comprimé dans un espace aussi restreint et pourtant d'une valeur dépassant les 13 000 milliards de dollars au prix actuel. Et surtout, l'exploitation minière n'ajoute chaque année qu'entre 2500 et 3000 tonnes supplémentaires, soit à peine 1,5% de plus que le total existant. Ce rythme très limité contraste avec l'offre de monnaie moderne. Rien qu'en 2020, en pleine pandémie, la Réserve fédérale américaine a injecté plus de 3 000 milliards de dollars dans l'économie en quelques mois. Cette différence explique pourquoi l'or reste pertinent, même à l'ère du numérique. En réalité, la difficulté d'extraction s'accroît. Les mines les plus riches ont déjà été exploitées et de nouvelles réserves sont découvertes dans des endroits de plus en plus profonds ou inaccessibles, ce qui augmente les coûts de production.
En moyenne, produire une once d'or peut coûter entre 1200 et 1400 $ selon la région. Cela signifie que l'or est non seulement rare, mais que maintenir son approvisionnement sur le marché nécessite des investissements et des technologies toujours plus importants. On peut le comparer à un bijou hérité. Peu importe les changements de mode ou le nombre de réformes du système financier, ce bijou ne se multiplie pas tout seul. Sa rareté est ce qui fait sa valeur, et sa permanence est ce qui en fait un héritage. Ainsi, lorsque les gens parlent d'abondance financière, il est bon de se rappeler que la véritable abondance se construit sur ce qui est limité et réel, et non sur ce qui peut devenir incontrôlable. L'or en temps de tempête. L'histoire économique mondiale est jalonnée de tempêtes financières, et à chaque fois, l'or a joué un rôle discret mais fondamental, celui de valeur refuge lorsque tout s'effondre. Prenons l'exemple des années 1970, marquées par la crise pétrolière. Le prix du pétrole brut a grimpé en flèche, entraînant l'inflation dans un univers monstrueux et difficile à contrôler. Le dollar, qui avait déjà abandonné l'étalon or après la décision de Nixon en 1971, a commencé à perdre de sa crédibilité. Dans ce contexte, l'or est passé de 35 $ l'once en 1971 à plus de 850 $ en 1980. Autrement dit, sa valeur a été multipliée par plus de 20 en moins de 10 ans. Un signe clair que, lorsque la confiance dans la monnaie fiduciaire est brisée, l'or devient une valeur refuge pour les investisseurs. Un autre exemple plus récent remonte à 2008, avec la crise de Lehman Brothers et l'effondrement du système financier mondial. Les banques ont fait faillite, les marchés boursiers ont chuté et le mot « faillite » a résonné dans le monde entier. Au milieu de ce chaos, l'or a de nouveau brillé. Son prix est passé de 800 $ en 2008 à plus de 1800 $ en 2011. Il a doublé en seulement 4 ans, poussé non par la spéculation, mais par la peur et le besoin de trouver un actif solide dans un monde en ruine. Ce qui est intéressant, c'est que l'or ne concurrence pas le marché boursier en période de prospérité. Son rôle n'est pas d'offrir une croissance vertigineuse ou des dividendes constants. Sa véritable valeur se révèle lorsque la tempête fait rage, lorsque les autres actifs vacillent. L'or est comme un phare dans l'obscurité. Il n'accélère pas l'arrivée de la prospérité, mais il guide le chemin jusqu'au retour du calme. Aujourd'hui, avec les tensions géopolitiques, l'endettement record et les banques centrales imprimant des quantités de monnaie sans précédent, nombreux sont ceux qui se posent à nouveau la même question. Que se passera-t-il si la tempête revient ? Et la réponse historique pointe toujours vers le même endroit, l'or, le refuge éternel. Et maintenant, je veux vous inviter à quelque chose de spécial. Écrivez dans les commentaires la phrase « J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie » si vous comprenez que, comme l'or en temps de tempête, vous aussi pouvez être résilient et garder votre courage même au milieu de l'adversité. L'or face aux guerres et à la géopolitique. L'histoire montre à maintes reprises que lorsque les armées avancent et que les frontières brûlent, l'or devient bien plus qu'un métal précieux. Il devient un outil de survie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses familles européennes ont réussi à échapper à l'occupation nazie uniquement grâce à des bijoux ou de l'or qu'elles pouvaient échanger pendant leur fuite. Peu importe que la monnaie locale ait perdu toute sa valeur ou que les banques aient fermé. Une bague en or, une pièce cachée dans un vêtement pouvait garantir nourriture, abri et même un passage sûr vers un autre pays. Plus récemment, des conflits comme ceux du Venezuela, de l'Ukraine et de la Syrie ont rappelé cette même leçon. Dans des économies dévastées par la guerre ou l'hyperinflation, les gens se sont tournés vers l'or comme moyen d'échange. Alors que la monnaie s'effondrait, l'or a continué d'être accepté à toutes les frontières, sur tous les marchés. Aujourd'hui, les banques centrales le savent aussi. Selon le World Gold Council, elles ont acheté plus de 1100 tonnes d'or en 2022, soit la plus importante acquisition annuelle depuis plus de 50 ans. Pourquoi ? Car dans un monde de tensions géopolitiques croissantes, où la confiance dans les monnaies internationales est remise en question, les pays cherchent refuge dans ce que nos ancêtres recherchaient, l'or. L'avantage de l'or en temps de guerre réside non seulement dans son acceptation universelle, mais aussi dans sa portabilité. Un petit lingot peut stocker la valeur d'une voiture, d'une maison, voire d'une vie entière. Cette capacité à concentrer la richesse dans un espace aussi restreint le rend incomparable aux autres actifs financiers. On peut le comparer à un parachute. On ne l'utilise pas tous les jours et on ne s'attend pas à en avoir besoin un jour. Mais si le moment est venu de sauter au milieu d'une tempête, on est reconnaissant de tout son cœur de l'avoir eu avec soi. C'est pourquoi, dans le monde financier, l'or continue d'être considéré comme l'assurance vie de la richesse.
Un actif qui ne dépend pas de la stabilité d'une banque, de la paix d'un territoire ou de la signature d'un président. Le pouvoir des nombres, 50 ans d'or. En finance, peu d'histoires sont aussi captivantes que celle de l'or au cours des 5 dernières décennies. En 1970, avant que le président Richard Nixon ne rompe définitivement avec les talons or, l'once ne coûtait que 35 $. Aujourd'hui, elle dépasse les 2000 $ sur les marchés internationaux. Cela signifie qu'en un peu plus d'un demi-siècle, sa valeur a été multipliée par près de 60. Pour mettre les choses en perspective, si en 1970 vous aviez gardé 35 $ en espèces sous votre matelas, cette même somme suffirait à peine à remplir un demi-réservoir d'essence dans de nombreux pays aujourd'hui. Mais si vous aviez acheté une once d'or, vous disposeriez aujourd'hui d'un actif capable de financer tout, des vacances de luxe à une partie de l'apport immobilier. L'or nous enseigne ici une leçon essentielle. Ce n'est pas un actif conçu pour vous enrichir de manière explosive, mais pour préserver et multiplier lentement la valeur de vos biens. Son apparente immobilité est sa véritable force. Ce qui est intéressant, c'est de le comparer à d'autres actifs. Le S&P 500, par exemple, est passé d'environ 90 points en 1970 à plus de 4000 en 2023, multipliant sa valeur par près de 45. C'est vrai, en termes de rendement brut, le marché boursier a surperformé l'or. Mais alors que l'indice boursier a subi des chutes de 50% ou plus lors de crises comme celle de 2000 ou 2008, l'or a eu tendance à progresser précisément lorsque les actions s'effondraient. C'est là son rôle irremplaçable, non pas comme substitut, mais comme équilibre et valeur refuge. De plus, le pouvoir de l'or ne se mesure pas uniquement en dollars. Dans les pays où l'inflation a dévasté la monnaie, comme l'Argentine, la Turquie et le Zimbabwe, l'or a été une véritable bouée de sauvetage. Alors que les billets de banque perdaient de la valeur semaine après semaine, ceux qui détenaient de l'or ont conservé une richesse stable, échangeable même sur le marché noir ou dans d'autres pays. L'or n'est pas un actif du présent immédiat, c'est un actif à long terme, de patience, de réflexion sur plusieurs générations. Tandis que les empires financiers naissent et s'effondrent, que les monnaies sont imprimées et oubliées, l'or demeure le témoin silencieux de la puissance du temps. Investissement physique. Toucher la valeur avec les mains. Il y a un monde entre voir un chiffre sur un écran et tenir une once d'or pur entre ses mains. Cet éclat, ce poids froid, transmettent ce qu'aucun graphique boursier ne peut offrir, la certitude d'être en présence d'une valeur réelle et tangible, qui a résisté aux empires et aux catastrophes pendant plus de 6000 ans. L'or physique est la plus ancienne forme d'investissement. Lingots, pièces certifiées. Chacun a sa propre symbolique et son utilité. Les lingots, par exemple, sont le moyen le plus efficace d'acquérir de la valeur. Leur gamme va des petites pièces d'1 gramme accessibles aux nouveaux épargnants aux blocs d'1 kilo qui semblent tout droit sortis d'un film. Pour mettre les choses en perspective, un lingot d'1 kilo au cours actuel coûte plus de 65 000 $, une fortune que vous pouvez tenir dans une main. Les pièces d'investissement, quant à elles, jouent un rôle différent. Elles fournissent de la liquidité. Un Krugerrand sud-africain, une Maple Leaf canadienne, un American Eagle, ils n'ont besoin ni de traduction ni d'explication. Ils sont acceptés sur tous les marchés du monde comme des gages de richesse universelle. Et cela fait de chaque pièce un passeport financier sans frontières. Mais voici le revers de la médaille. L'or physique exige une certaine responsabilité. La première question est évidente. Comment le conserver? Le vieux mythe de le cacher sous le matelas peut paraître romantique, mais en pratique, cela comporte d'énormes risques. C'est pourquoi de nombreux investisseurs se tournent vers les coffres-forts bancaires, les coffres-forts privés et même les assurances spécialisées. Conserver de l'or a un coût, et ce coût fait partie intégrante du véritable prix de l'investissement. Un autre détail crucial est l'authenticité. Les contrefaçons abondent sur le marché informel et sont parfois si sophistiquées que seuls des laboratoires certifiés peuvent les détecter. C'est pourquoi un investisseur responsable achète auprès de raffineries accréditées, d'hôtels de la monnaie officielle ou de négociants reconnus. Chaque lingot sérieux est accompagné d'un numéro de série, d'un certificat et d'une traçabilité qui en font plus qu'un simple morceau de métal. Ils le transforment en un actif fiable. Et pourtant, son plus grand avantage reste le même depuis des millénaires, la pleine propriété. Un lingot d'or entre vos mains ne dépend ni d'une banque, ni d'un contrat numérique, ni de la promesse d'un tiers. Il est là, il vous appartient. Mais cette indépendance implique aussi des soins, une logistique et la conscience que la richesse, tenue au creux de votre main, impose le respect. Laissez-moi un commentaire avec la phrase «
J'accepte le succès et le bonheur dans la vie si vous comprenez que, comme l'or physique, la véritable richesse est celle que vous pouvez toucher, sentir et protéger de vos propres mains. Or invisible, contrats à terme, CFD et produits dérivés. Il existe un or que l'on ne touche jamais, un or qui ne brille ni ne pèse. C'est l'or invisible des contrats financiers. Contrats à terme, CFD et produits dérivés. Ici, le métal précieux cesse d'être un lingot pour devenir des chiffres, des écrans, des paris sur son prix. Son premier avantage est la liquidité. Vous pouvez entrer et sortir d'une position en quelques secondes. En un clic, vous êtes sur le marché. En un autre, vous en sortez. Il n'y a pas de coffre-fort, pas de certificats à protéger. Seuls des contrats vous permettent de gagner ou de perdre en fonction des fluctuations de prix. Les contrats à terme sur l'or, par exemple, sont des contrats standardisés, négociés sur des bourses comme le COMEX à New York. Un seul contrat équivaut à 100 onces d'or, soit plus de 200 000 $ au cours actuel. Par conséquent, presque aucun investisseur n'achète le contrat dans son intégralité. Ils utilisent une marge, autrement dit un dépôt de garantie, qui ne représente qu'une fraction de la valeur totale. Voilà la promesse, et le danger. Car l'effet de levier multiplie les possibilités. Avec 10 000 $, vous pouvez contrôler un contrat de 200 000 $. Mais le même mouvement qui peut doubler votre capital peut aussi le faire disparaître en quelques minutes. Des milliers de traders ont appris, au prix des larmes et des pertes, que l'or enseigne la patience et punit l'avidité. Les CFD, contrats sur la différence, fonctionnent de manière similaire. Vous n'achetez pas l'or, vous spéculez simplement sur la différence entre les prix d'entrée et de sortie. Ils sont populaires car ils permettent d'investir avec un faible capital initial et de négocier à tout moment. Mais ils cachent le même piège, l'excès de confiance. L'or physique exige de la prudence, l'or numérique exige de la discipline. Ce n'est pas moins grave pour être intangible. Au contraire, ces risques sont invisibles mais dévastateurs s'ils ne sont pas compris. Dites-moi dans les commentaires, préférez-vous la sécurité du tangible ou le dynamisme du numérique? ETF sur l'or. Un investissement simple et performant. L'or n'est plus uniquement détenu sous forme de lingots, ni négocié uniquement via des contrats à terme. Il existe un intermédiaire plus accessible et pratique qui a démocratisé l'investissement dans ce métal, les ETF sur l'or. Un ETF, ou fonds négocié en bourse, est un fonds coté en bourse qui reproduit la valeur d'un actif, en l'occurrence l'or. L'acheter est aussi simple que d'acheter une action auprès de votre courtier habituel. Pas de coffre-fort, pas de certificat physique, pas de contrat complexe. Un clic et vous entrez sur le marché de l'or. Il existe principalement deux principaux types d'ETF liés à ce métal. 1. Ceux qui suivent directement le cours de l'or. Chaque action achetée est théoriquement garantie par des réserves d'or physique détenues dans des coffres internationaux. Le plus connu est le SPDR Gold Shares, GLD, qui gère plus de 50 milliards de dollars d'or physique et dont les réserves sont stockées dans des banques comme HSBC à Londres. Acheter une seule action de cet ETF équivaut à détenir une fraction d'once d'or avec des coûts de maintenance minimes par rapport à l'acquisition et au stockage de lingots par vos propres moyens. 2. Ceux qui regroupent des sociétés minières aurifères. Ici, vous n'investissez pas directement dans le métal, mais dans ceux qui le produisent. Des fonds comme le VanEck Vectors Gold Miners ETF, GDX, regroupent des sociétés qui explorent, extraient et raffinent l'or dans différentes régions du monde. Ce type d'investissement est plus volatile. Le prix des actions minières peut se multiplier lorsque le cours de l'or augmente, mais peut aussi chuter plus fortement en période d'incertitude. Le grand avantage des ETF réside dans la diversification et l'accessibilité. Alors qu'un lingot d'1 kilogramme peut dépasser 70 000 $, un ETF permet de démarrer avec des montants beaucoup plus modestes, même quelques centaines. Ils offrent également une liquidité immédiate. Vous pouvez acheter et vendre en quelques secondes pendant les heures de bourse. Cependant, tout n'est pas une question de simplicité. Un ETF, même s'il s'appuie sur le prix de l'or, ne constitue pas une propriété directe. Vous ne pouvez pas le toucher, vous ne pouvez pas sentir son poids métallique. Vous investissez dans une créance financière et non dans le métal lui-même. Il est donc crucial de comprendre cette différence. Vous choisissez la commodité et la liquidité en échange de l'absence de contact physique avec la richesse. L'or, sous toutes ses formes, est plus qu'un investissement. Il reflète votre compréhension de la sécurité, de la patience et de la préservation de la valeur. Exploitation minière et redevance, le business derrière l'or. Investir dans l'or ne signifie pas toujours acheter de l'or. Parfois, cela signifie investir dans ce qu'il extrait
ou dans ceux qui savent percevoir des redevances sans se salir les mains dans la mine. Les sociétés minières vivent pour le métal précieux. Leurs profits sont étroitement liés au prix de l'or. Si le prix d'une once augmente de 10%, leurs profits peuvent être multipliés beaucoup plus, car les coûts de production sont généralement relativement fixes. Cependant, ce même principe joue contre elles lorsque le prix de l'or chute. Les mines doivent continuer à fonctionner, les travailleurs doivent continuer à être payés et les réglementations environnementales et fiscales restent constantes. Une mine d'or n'est pas seulement une question de richesse, c'est aussi une question de risque, d'endettement et parfois de litige. D'un autre côté, il existe un modèle plus discret mais tout aussi puissant, les sociétés de redevance. Ces sociétés n'exploitent pas de mines, ne forent pas dans le sol, ne déplacent pas de tonnes de roches. Leur rôle est de financer des projets en échange d'un pourcentage de la production future. Autrement dit, elles transforment l'or en un flux de revenus régulier, sans alourdir les coûts d'exploitation. Un exemple emblématique est celui de Franco-Nevada, basée au Canada. Fondée dans les années 1980, elle s'est imposée comme la plus grande société de redevances et de flux d'or au monde. Son modèle est si solide que, même en temps de crise, elle continue de générer des revenus alors que d'autres producteurs sont aux prises avec des coûts, des syndicats ou des réglementations. Aujourd'hui, Franco-Nevada détient des redevances sur plus de 400 projets miniers à travers le monde, diversifiant ainsi ses risques et réalisant des marges supérieures à celles de la plupart des sociétés minières traditionnelles. Pour les investisseurs, la différence est évidente. Une société minière, c'est comme des montagnes russes. Elle peut offrir vertige et adrénaline, mais aussi des chutes vertigineuses. Une société de redevance, c'est plutôt une autoroute à péage. Chaque véhicule qui passe quitte une portion de la route, que son propriétaire soit satisfait ou non de son trajet. Les deux voies ont de la valeur, et l'intelligence réside dans la capacité à comprendre laquelle est la meilleure. Car dans le monde de l'or, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parfois, le véritable or réside dans le modèle économique. L'or, un héritage, pas une mode. L'or n'a jamais été et ne sera jamais une mode. Ce n'est pas une action qui fluctue au gré des actualités, ni une crypto-monnaie qui dépend du buzz des réseaux sociaux. L'or appartient à une autre catégorie, celle des héritages. Un grand-père qui conserve une simple pièce d'or ne pense pas à lui-même, il pense au temps, à la permanence, à ce petit enfant qui, dans 50 ans, pourra utiliser cette même pièce comme réserve de valeur, que le monde change de langue, de politique ou de monnaie. Peu d'investissements offrent une telle promesse. Au cours des 50 dernières années, l'inflation a réduit en cendres le pouvoir d'achat du dollar, du peso et de la livre sterling. Pour vous donner une idée, ce qui permettait d'acheter un dollar en 1970 coûte aujourd'hui près de 7 dollars. Et pourtant, une once d'or qui valait 35 dollars à l'époque coûte aujourd'hui plus de 2000 dollars. C'est la différence entre épargner du papier et épargner pour la permanence. L'or ne promet pas de vous enrichir du jour au lendemain, mais il garantit quelque chose d'encore plus précieux, la continuité. Un lien indéfectible qui relie les générations, un fil d'or qui traverse les décennies, les gouvernements, les crises et les bulles. Dans un monde qui se précipite vers l'immédiat, l'or nous invite à réfléchir à l'éternel, à nous rappeler que la véritable richesse ne se mesure pas toujours à ce que l'on gagne en un mois, mais à ce que l'on parvient à préserver tout au long de sa vie. Laissez la phrase « Je suis prospère et j'attire la richesse » dans les commentaires si vous comprenez que l'or n'est pas une mode, mais un héritage. Un héritage silencieux qui transcende la précipitation et devient un testament financier. L'or n'est pas qu'un métal, c'est un souvenir, une résilience, un symbole. Alors que l'argent change de visage, que les banques font faillite et que les systèmes se réinventent, l'or est toujours là, brillant, serein, éternel. Ce n'est peut-être pas le moment d'acheter un lingot ou d'ouvrir un ETF. Le plus important aujourd'hui est peut-être de comprendre que la véritable richesse ne se mesure pas en factures, mais en ce qui transcende les générations. Si ce message vous a interpellé, c'est que vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape dans votre parcours financier. Abonnez-vous et rejoignez-moi dans ce voyage où, ensemble, nous apprendrons à protéger et à valoriser votre patrimoine.